Bonjour, nous sommes le 18 novembre 2021 et une fois de plus, nous sommes dans la série Paul et Stéphanie. J'ai comme invité Stéphanie Carmapon, hypnothérapeute à Vannes. Et cette fois-ci, nous allons traiter du sujet d'où vient la souffrance. Parce qu'effectivement, quand les gens viennent nous trouver, ils viennent en disant quelque chose, il y a une demande. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est ça. Ben, ils nous disent je suis anxieux, rien ne va dans ma vie, je suis malheureux, je suis triste, j'ai besoin d'aide, j'ai des blocages, j'ai vécu quelque chose de difficile, je n'arrive pas à m'en sortir. Voilà. Euh, Et donc voilà, il y a une souffrance. il y a une souffrance. Et nous leur promettons, nous leur laissons entendre si nous acceptons, voilà, si nous acceptons cette demande, parce que parfois ce qu'on entend aussi c'est ma maman voudrait que je vous parle et des choses comme ça, et là Ah oui. nous savons que la motivation n'est pas là, c'est pas la motivation de la personne elle-même, il faut que la personne nous dise qu'il y a quelque chose qu'elle veut changer chez elle. Et la question qui se pose tout de suite, c'est d'où vient cette souffrance? Et là, il y a un choix multiple de choses que les gens peuvent nous dire Voilà. pour d'où vient cette souffrance. Des éléments qui sont pour nous des indices et qui vont nous permettre de savoir où chercher. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Bah, souvent, on se rend compte que ça peut venir dans la petite enfance, hein. Donc parents toxiques, ça peut venir des frères et des sœurs. Il y a plein de personnes autour du patient qui peuvent graviter autour et qui peuvent être toxiques. Voilà. Oui. Ça peut être effectivement les parents, mais ça peut remonter même plus haut. Ah oui, dans le transgénérationnel. Exactement. Ou les parents. Par la lignée. Exactement. Grand-mère, grand-père, Voilà. arrière-grand-mère. Voilà. Les gens peuvent se trouver dans des vendettas, Voilà. c'est-à-dire des choses, voilà, des conflits avec d'autres groupes, avec d'autres familles qui viennent d'une tradition, qui sont déjà là depuis un moment. Et là, peut-être que les parents ont essayé eux-mêmes de résoudre les problèmes de leurs parents à eux, et ceux-là sont hérités ensuite. Voilà, alors il faut débrouiller tout ça. Et nous voyons dans la politique française, nous voyons un monsieur qui a un rôle important en ce moment en arrière-plan, monsieur Éric Zemmour, et qui nous explique, il l'explique de manière cohérente, mais qu'il vient nous expliquer sa souffrance comme venant de génération et de génération de rapports conflictuels entre sa famille au fil des siècles avec les familles qui sont autour. Et est-ce à nous d'essayer de résoudre des problèmes de cet ordre-là? S'il venait nous voir, on en parlera avec lui. Mais voilà, ça devient quelque chose qui devient à l'intérieur même de la société un problème. Alors, tu l'as évoqué toi dans le premier entretien et tu es revenu par la suite. Le partenaire, la partenaire toxique, c'est aussi une possibilité. Ah oui, évidemment. Du coup, la souffrance peut venir de là, mais on l'a vu dans les épisodes précédents, que la souffrance venait surtout de ce qu'on a entendu de nous, enfin de ce qu'on peut prendre en considération par rapport à nous-mêmes, donc c'est-à-dire l'estime, la confiance, l'amour de soi. Ce qu'on nous a transmis, évidemment, aussi à l'école. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent se mettre en ligne de compte dans tout ça, qui, du coup, induisent le fait que, par la vibration qu'on émet à l'intérieur, on vibre ce que l'on attire, puisque on mérite ce que l'on a. Voilà. C'est ce que l'on pense, en tout cas. Et donc, si on a une image dégradée de soi-même, on va trouver en écho des gens qui ont eux-mêmes une image dégradée d'eux-mêmes. Et si on trouve quelqu'un de mieux que cela, parce qu'on a une image dégradée de soi-même, on va se dire c'est pas la personne qui me convient, ou donc c'est une personne qui n'est pas bonne non plus. C'est ce qu'on appelle le symptôme névrotique, c'est-à-dire que si vous réussissez dans une grande épreuve et que ça devrait vous booster le moral, votre estime de soi, vous allez vous dire, dans ce cas-là, en fait, c'est une épreuve que tout le monde pourrait réussir. On va
rétrograder C'est ça. l'image de l'épreuve qu'on a réussi pour la ramener à notre propre niveau. Et bien entendu, il y a là un cercle vicieux. Donc, je ne mérite pas. Je ne mérite Je pas. ne mérite pas d'être aussi bien vu ou d'avoir un compagnon extraordinaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On sabote. On sabote, on sabote. Il y a une vieille plaisanterie qui date des années 30 du cinéma américain que vous avez peut-être vu. C'est une blague racontée par Groucho Marx. Il faut savoir que dans le contexte de l'époque, c'est donc les frères Marx jouent sur leur identité juive. Ils jouent sur le fait qu'effectivement il y a un antisémitisme dans la société américaine qui fait qu'il y a des clubs qui interdisent aux juifs de se trouver là. Et il fait une blague à ce propos-là, mais c'est une blague intéressante quand il dit jamais je n'accepterai de faire partie d'un club qui voudrait bien de moi comme membre. Bon, il fait allusion à ça, à ces clubs qui interdisent aux juifs de se joindre, mais c'est aussi l'image de la névrose. C'est-à-dire, si un club acceptait de me prendre, ce serait un club qui serait de mon niveau, et donc je ne peux pas accepter de... Il joue là-dessus, mais c'est le symptôme névrotique dont il faut absolument sortir. Il faut remonter ça, il faut remonter et en sortir par le haut, bien entendu, et pas tout le temps en rabaissant le partenaire. Voilà cette femme admirable que je convoite, que je vais séduire. L'homme la séduit et aussitôt l'image de la femme est dégradée. Si j'y ai réussi, c'est qu'elle est, voilà, exactement. Tout à fait. Elle est à mon niveau. Elle est à mon niveau. Bon, voilà, le problème ne se résout pas. Et donc là, nous pouvons aider. Toi, avec ta technique, moi, avec la mienne, on peut aider les personnes à sortir de cela. On peut changer les croyances. Voilà, changer les croyances. Alors. Internes, profondes. Voilà, exactement. Et. Maintenant, autre possibilité, un environnement de travail toxique. Et ça, nous avons déjà parlé à propos du burn-out. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le burn-out? On nous parle autrefois de surmenage, mais on voit ce que c'est. Des sociétés, des compagnies, des firmes dysfonctionnelles imposent cette incapacité de fonctionner véritablement à leurs employés, ou alors c'est délibéré. Dans le cas de Orange, on se souvient, il faut se débarrasser d'un certain nombre d'employés, dont on va leur rendre la vie impossible et ils vont démissionner. Ce à quoi ils n'avaient peut-être pas pensé au départ, c'est qu'il y en a qui allaient se suicider en se disant c'est moi qui n'arrive pas, c'est une déficience en moi et je vais essayer de résoudre comme ça. Alors ça c'est notre règle, c'est une chose que nous devons résoudre aussi. Quand les gens viennent avec une souffrance qui n'est pas liée ni à eux-mêmes ni à leur milieu familial et quelque chose dont on ne peut pas sortir. Et déculpabiliser et leur donner la possibilité en fait de reprendre le pouvoir et d'aller dans l'action. De les aider, exactement, les aider à situer quel est le problème auquel les choses se passent, et ce n'est pas nécessairement par un travail sur soi-même qu'on peut trouver, ça peut être par un travail sur la société qui est autour de nous. Et ça, dans le contexte où nous sommes, où il y a de plus en plus une société, nous sommes de plus en plus dans une société en altère, où il y a deux grosses boules, des gens qui ont une vie extrêmement facile, sans difficulté, des gens qui peuvent, quand il y a une épidémie comme la Covid, ils peuvent télétravailler, à l'habitat, à la campagne, etc. Et ceux qui sont au premier rang, qui sont toujours exposés, une situation extrêmement difficile. Bon, si quelqu'un vient nous voir avec quelque chose de cet ordre-là, ou par exemple quelqu'un qui a grandi dans une pauvreté abjecte et qui se reproche des choses par rapport à son attitude et qui en fait c'est simplement le reflet de la situation dans laquelle cette personne était, nous pouvons l'aider, mais en resituant le cadre, en montrant que bien entendu que c'est de ça qu'il s'agit, qu'il ne s'agit pas d'un travail sur soi-même qui peut aider. Mais nous pouvons l'aider avec cette information, d'offrir l'image globale. C'est ça, lui permettre un détachement en fait, de sentir ce détachement à l'intérieur et une forme de résilience aussi de ce qui se passe. De prendre de l'altitude et de savoir que peut-être la réponse, ce n'est pas de s'accabler de quelque chose, c'est peut-être d'aller manifester, c'est peut-être d'aller voter pour quelqu'un d'autre, c'est peut-être d'écrire une lettre à son l'action. Dans certaines situations, la réaction qui convient,
ce n'est peut-être pas de vouloir se changer soi-même, c'est peut-être la rébellion. Ouais. Et ça, nous devons le dire aussi. Et dans des situations de guerre, nous avons la chance, voilà, des crises majeures, nous avons la chance, toi et moi, d'avoir pas connu ou ne connaissant pas maintenant la guerre sur notre territoire, mais nous avons vu récemment, et nous y sommes encore, un fléau. Et nous voyons aussi que les gens parfois essayent de résoudre cette question de voilà un fléau, c'est donc quelque chose qui touche absolument tout le monde, de vouloir apporter des réponses purement individuelles, alors que c'est un phénomène global et ce n'est même pas un phénomène social, c'est un phénomène biologique dans lequel on est. Orienter les gens ou les laisser s'orienter vers des solutions purement individuelles ou de type psychologique, ça ne veut rien dire. Ouais. Et quand on nous dit maintenant qu'il y a peut-être une éco-anxiété, une anxiété liée au changement climatique, à un certain effondrement de la société, qu'est-ce que ça veut dire de vouloir dire je suis quelqu'un qui peut traiter une éco-anxiété? C'est-à-dire je vais guérir cette personne et à partir de demain, elle pensera que le problème ne se pose pas parce que je l'aurai guéri de sa peur. Nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas faire ça. Je pense, et on va peut-être terminer par ça, et j'ai apporté le livre parce que j'y ai pensé tout à l'heure, il y a ce livre que vous avez peut-être vu, c'est un livre que j'ai fait autrefois, il y a une dizaine d'années, voilà, c'était il y a 10 ans, avec Gregory Mackles, c'est une BD, et là-dedans il a mis pas mal de choses, qu'il a eu de conversations que nous avons eues, et en particulier, je ne sais pas si on voit bien la planche, voilà la planche, où je suis représenté en psychanalyste, et la personne qui souffre, c'est un personnage Lego, et je ne vais pas lire tout ce que le personnage Lego dit, mais il se reproche l'état du monde, il se reproche le réchauffement climatique en disant j'étais distrait quand ma femme m'a dit ça, et du coup j'ai mis les choses dans la mauvaise poubelle, et donc il s'accable absolument. Et alors, qu'est-ce que je lui réponds? Je lui réponds quelque chose, en fait, et ça j'ai raconté à Grégory, c'est parce que je vais essayer de le mettre au bon endroit. Voilà. Je l'avais expliqué à Grégory un jour que je m'accablais de tous les maux du monde vis-à-vis de mon psychanalyste. À un moment donné, je l'ai entendu soupirer, se lever et dire d'un air excédé « Ce n'est pas vous, monsieur, dans ce cas-là, c'est le monde ». Et ça fait partie de notre rôle aussi, en tant que thérapeute, de parfois dire aux personnes « Ce n'est pas vous, c'est le monde », et de les aider à situer où exactement dans le monde se trouve ce problème. Voilà, quelque chose encore à dire? Tu voulais ajouter quelque chose? Vas-y. Oui, dans la souffrance, il y a aussi les traumatismes. Oui, on n'a pas parlé de traumatisme, voilà. C'est vrai. Oui, ouais. Des traumatismes, du coup, qui sont liés à un événement, Alors, la différence entre un traumatisme et un stress post-traumatique, c'est vraiment le temps, c'est-à-dire que jusqu'à 1 mois, on considère que c'est un traumatisme, qu'il n'y a pas de stress post-traumatique. Par contre, quand on se rend compte que dans la vie quotidienne, il y a un dysfonctionnement, un problème, une anxiété, un stress lié à cet événement, là, on peut parler de stress post-traumatique. Et donc, voilà, j'ai une technique qui s'appelle le rythmo, qui peut aider à digérer le traumatisme. Oui. Voilà, par la désassociation de l'événement, de l'émotion, pardon, oui. Par rapport à l'événement. Voilà. Oui, parce que dans le traumatisme grave, la personne continue de se réveiller la nuit en revivant l'élément traumatique. Et là, il faut que, de la même manière que pour un deuil, le deuil doit se faire, le travail de deuil doit se faire, là pour le traumatisme, il faut effectivement, comme tu dis, qu'il soit digéré, c'est-à-dire qu'il soit assimilé, qu'il s'inscrive dans la mémoire et que d'une certaine manière, les valeurs d'affect diminuent par rapport à cet événement et qu'il ne soit plus revécu en permanence comme un événement qui nous tue. Nous avons survécu, bien entendu, mais il continue à nous tuer intérieurement. Ben, j'ai le cas d'un enfant donc, de 10 ans qui est venu me voir. Et qui est venu me voir parce qu'en fait il se créait des peurs, il avait des angoisses de plus en plus importantes et de plus en plus multiples pour tout et pour tout. C'est-à-dire que en fait on s'est rendu compte en séance qu'il a vécu donc un traumatisme il y a 5 ans auparavant
et que tout ce qui pouvait le ramener à ce traumatisme, du coup, lui créer une nouvelle peur. C'est-à-dire que, en fait, c'est un enfant qui a été agressé par une SDF qui avait beaucoup trop bu. Ils ont vraiment été très agressés avec ses parents. Et ce qui s'est passé, ce qui se passait pour le petit garçon, c'est qu'à chaque fois qu'il était dehors, il était très mal. Il se sentait vraiment anxieux de tout. Il avait très peur qu'on puisse l'agresser à chaque moment. Même le simple fait de voir ses parents trinquer, juste prendre un verre, enfin je veux dire de façon classique, ça pouvait lui aussi lui apporter une peur, et donc il faisait des crises d'angoisse. Et c'est vrai qu'en désassociant du coup l'émotion de ce traumatisme, eh bien les peurs ont été dissociées. Voilà. Tout à fait. Très bien, excellente idée d'avoir rappelé le traumatisme qui était effectivement quelque chose donc, qui n'est pas qui est un événement extérieur dans l'histoire, qui n'est pas lié au milieu familial, qui est un accident. Et là tu dis bon, les parents aussi ont été impliqués dans cet incident. Et là aussi bon, on peut intervenir au niveau de la dynamique d'affect qui est la chose qui nous fait fonctionner de l'intérieur. Oui, vas-y. Non, je dis, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que quand on ne traite pas un traumatisme, il y a beaucoup de peurs qui peuvent se joindre au quotidien, en fait. Parce que la moindre petite chose peut rappeler ce traumatisme. D'où l'importance d'aller régler ça. Très bien. Merci. J'espère qu'une fois de plus, nous voyons qu'il y a pas mal de questions qui sont posées sur le blog après les petites vidéos. Si la formule vous convient, nous allons continuer et donc à bientôt. Voilà. À bientôt. Au revoir. Au revoir.